Bonjour à tous et bienvenue donc, pour cette deuxième table ronde. Donc après la première sur les applications industrielles de la blockchain, nous allons discuter donc de l'euro numérique et de ses possibles applications. Avec nous donc, pour discuter de tous ces sujets, donc Christian de Boissieu de la Fondation Concorde, Yvan Delastour de BPI France, également Jonas Haddad de la Fondation Concorde. Nous avons également Milan Orban d'Avas Blockchain. Avec nous aussi Simon Pollereau de l'ADAN, donc l'Association pour le développement des actifs numériques. Et enfin Adrien Zera de Nomadic Lab, qui est l'une des structures qui accueille nos plus brillants chercheurs sur la blockchain en France. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être tous disponibles. Pour ceux qui voudraient poser quelques questions, n'hésitez pas à le faire. Nous n'y répondrons pas directement, mais nous les prendrons et nous pourrons répondre après le webinaire à toutes vos questions. Mais voilà, ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite. Et ma question sera pour vous, Monsieur de Boissieu. Quand on revient 2-3 ans en arrière, on avait l'impression que voilà, l'idée d'un euro numérique était totalement inimaginable. Et voilà, aujourd'hui, en 2020, la Banque Centrale Européenne travaille dessus, se projette. Et donc, voilà, pour entamer la discussion, je voulais tout bêtement savoir eh bien, ce que vous pensez d'un tel projet et si effectivement ça va permettre à l'Europe de pouvoir se projeter dans l'économie numérique de demain. D'abord, bonsoir. Je pense que les banques centrales font deux motivations principales derrière l'arrivée de ces monnaies banques centrales numériques. Alors pour nous, dans la zone euro, c'est l'euro numérique. Du côté américain, c'est le dollar numérique, etc. Chaque banque centrale à travers le monde, y compris d'ailleurs dans certains pays émergents, chaque banque centrale est en train de développer sa monnaie banque centrale numérique. Je pense qu'il y a deux motivations. Première motivation, les banques centrales se mettent à niveau du point de vue technologique, ce qui paraît logique, si je puis dire. Bon, blockchain et autres technologies. Et la deuxième motivation, qui est au fond qu'on voit depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est le projet Facebook de Libra. C'est-à-dire que si ce projet voit le jour en 2021, comme prévu, là, ça sera une sorte d'éléphant dans le magasin de porcelaine et les banques centrales ripostent ex ante ou a priori par rapport à ce projet de monnaie privée de Facebook. Voilà deux motivations. Alors pour moi, il y a deux principaux sujets derrière cette idée d'euro numérique, mais ce que je dis là, ça vaut pour le dollar numérique, pour le yen numérique, etc. Premièrement, l'articulation entre l'euro numérique et l'euro pas numérique, en particulier le cash. Mon analyse, c'est que le cash, même s'il diminue en proportion, il va rester nécessaire et important pour un certain nombre de transactions. Et donc, le passage entre cash et monnaie numérique, euro numérique en l'occurrence, va être assez automatique. L'euro numérique, c'est un exemple de stablecoin avec une parité 1 contre 1 contre le cash qui paraît indispensable. L'euro numérique va permettre de réduire les coûts de transaction. Et deuxième articulation, entre cette monnaie banque centrale numérique et des crypto-monnaies privées. Le Libra s'il arrive, le Bitcoin aujourd'hui, les autres crypto-monnaies. Moi, je pense que la concurrence va se renforcer entre les monnaies publiques et les monnaies privées, à la lumière de ce que font les banques centrales, que les banques centrales essayent de reprendre la main, mais qu'il va y avoir une sorte de complémentarité entre les monnaies publiques et les monnaies privées. Et je termine en disant que quand vous regardez les ordres de grandeur au prix du Bitcoin actuel et des autres crypto-monnaies, l'encours des crypto-monnaies privées dans le monde, ça fait peut-être 500 milliards de dollars. Les banques centrales arrivant les unes après les autres dans ces devises banques centrales, ces monnaies banques centrales numériques, vous allez voir que le rapport de force va se modifier en faveur des banques centrales. Non, bah, écoutez, merci beaucoup. Justement, Milan, pour vous, quel est l'intérêt immédiat de la BCE? Il y a évidemment, on connaît les projets de monnaie privée, mais j'allais dire au-delà de la riposte au projet privé, est-ce qu'il y a, j'allais dire, un intérêt intrinsèque à l'euro numérique pour la zone euro? Oui, alors pour répondre à ta question, je dirais que un autre intérêt que ce qu'a exposé Christian de Boissieu, c'est aussi du point de vue du consommateur
et de la personne qui paye directement. Et je pense que par-delà les intérêts géopolitiques, économiques, etc., c'est aussi une révolution du point de vue du consommateur, parce que l'euro numérique, normalement, dans son architecture, ça va permettre quelque chose qui, jusqu'à maintenant, n'existe pas vraiment, sauf dans les crypto-monnaies traditionnelles, c'est d'être propriétaire de sa monnaie. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau, en tout cas dans une monnaie traditionnelle comme l'euro. Et on croit aujourd'hui être propriétaire de notre monnaie, mais en fait, ce n'est pas le cas. Elle est détenue en fait par la Banque centrale qui utilise cette monnaie, et nous, en fait, on n'a pas directement accès à la monnaie. Donc, de ce point de vue-là, l'euro numérique, c'est un changement concret pour le consommateur, pour l'usager, étant donné qu'il aura accès lui-même à en fait du cash électronique en euros, indexé 1 sur 1 sur l'euro. Donc ça, je dirais que c'est la première grande différence avec ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et donc, on peut appeler ça une petite révolution financière qui aura lieu dans les prochaines années. Je dirais qu'il y a une autre différence éventuelle, c'est encore de la prospective, en tout cas je l'espère, c'est que cette monnaie, elle aura en fait 3 caractéristiques nouvelles. Premièrement, elle sera pair à pair, c'est-à-dire normalement, elle sera émise par une entité centrale, probablement la BCE, qui pourra émettre de la monnaie et directement en fait, l'émettre, et nous, on pourra la recevoir en tant que consommateur sur un portefeuille numérique. On en sera propriétaire. Et donc ça, cet aspect pair à pair, c'est un nouveau défi pour les banques commerciales, mais c'est quelque chose de très intéressant qui va se dérouler dans les prochaines années. Et je pense que c'est aussi un changement concret. Deuxième aspect de cet euro numérique qui émergerait dans les prochaines années, c'est qu'il serait éventuellement programmable, en tout cas dans la mesure où il fonctionne sur une blockchain. Ça, c'est vrai que c'est un peu, enfin, je veux dire, par rapport à ce qui est évoqué par la BCE, c'est vrai qu'on est un peu plus à moyen-long terme. Oui, on est à moyen-long terme, mais c'est quelque chose qu'il faut espérer, en tout cas dans son architecture éventuelle d'ici quelques années. Et c'est aussi un sujet de discussion qu'il faut, je pense, aborder, que la BCE doit aborder, parce que l'aspect programmable potentiel de cet euro numérique aurait un véritable impact, et en fait, ça pourrait être inséré dans des contrats intelligents, et donc on pourrait en quelque sorte jouer avec cet euro numérique. En tout cas, des startups pourraient adosser leurs services à cet euro numérique qui serait sur une blockchain. Mais justement, là, on parle. Donc, il y a un avantage pour finalement nous tous, les consommateurs. Bon, globalement, voilà, la BCE avec une monnaie numérique se retrouverait en situation de pouvoir rivaliser avec d'autres acteurs comme potentiellement des géants de la tech. Est-ce qu'on ne peut pas quand même aussi imaginer qu'une telle monnaie puisse favoriser le développement d'entreprises qui soient un peu plus justement digitales, numériques? Yvan, par exemple, j'imagine que vous, voilà, vous suivez à la BPI des projets. Alors, on en est encore loin, mais voilà, des projets blockchain, des projets crypto. Globalement, est-ce qu'un euro numérique correspond aussi à une nouvelle forme d'entreprise qu'on pourrait voir se développer dans les années qui viennent? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, concrètement, les gens dans ce secteur, en tout cas dans le secteur crypto, travaillent en dollars numériques, enfin en stablecoin dollars. La régulation américaine, très pro-business, l'a laissé faire, en tout cas l'a réglementé, donc c'est légal. Ça existe depuis 2013. Donc, si on prend le trading crypto, bien sûr qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir un euro numérique, mais pour l'instant, ils se contentent de stablecoin dollars. Tout le monde raisonne en dollars. Ça, c'est déjà un fait. Maintenant, oui, si bien sûr il y avait un euro numérique, il y a tout un ensemble d'acteurs crypto, mais pas que, également fintech, qui seraient prêts à travailler avec, à l'intégrer et à proposer des services. Maintenant, c'est intéressant ce que disait Milan sur l'aspect consommateur. Ouvrir un compte bancaire dans une banque, ça prend 8 jours. Je crois que le record, c'est 8 jours en France. Chez Revolut, ça prend 3 minutes. Avec une adresse publique blockchain, ça prend 1 seconde. Et vous pouvez le faire vous-même. Et donc, la vraie question aussi derrière cet euro numérique, c'est quels services vont être proposés aux consommateurs. Parce que là encore, si l'euro numérique, c'est plus compliqué que d'autres crypto-monnaies, il y aura une question pour le consommateur. Donc,
Donc c'est ça qui est intéressant. En tout cas, l'écosystème français fournit de très bons ingénieurs, de très bons juristes sur le sujet, et je pense n'attend que de pouvoir contribuer à cet euro numérique. Ah bah super, merci beaucoup. Et alors, si on fait justement un pas de côté, et là, Simon, Adrien, j'aimerais bien vous entendre sur la question. C'est vrai que bah voilà, un euro numérique, enfin, peut-être que ça aurait pris beaucoup plus de temps si justement il n'y avait pas eu des initiatives privées. Alors, on parle de Facebook, mais il y a aussi quand même des choses aussi évidentes que le Bitcoin ou l'Ether. Voilà. Comment vous voyez une articulation? Enfin, est-ce que vous imaginez un monde dans lequel on pourrait payer avec un euro numérique, éventuellement du Bitcoin, de l'Ether? Enfin, ça vous paraît sensé? Simon, je te laisse Allez, répondre en premier, la voilà, première partie. Adrien. Ouais, Simon? Je pense qu'il y a un problème de micro. Ouais. Ouais, M'entendez-vous? Oui, ça y est. Excusez-moi, j'ai eu un problème c'est le micro externe. Donc l'euro numérique, effectivement, c'est une excellente question, parce que euro numérique, ça peut être beaucoup de modalités différentes de représentation et d'utilisation. Et c'est vrai que quand on regarde les projets de banque centrale, notamment, on a des projets d'euro numérique wholesale, on a des projets numériques retail. Là, on a plutôt parlé de projets retail dans l'approche, c'est-à-dire directement appréhendable par le consommateur. Mais c'est vrai que les projets qui étaient présentés jusqu'ici, notamment au niveau de la Banque de France, étaient plutôt des projets wholesale. Donc déjà, on n'est pas du tout sur le même ordre d'application. Mais si on est sur un projet retail, donc que tout un chacun peut utiliser, le sujet de l'infrastructure sur lequel cet euro va se déployer, en fait, est critique. Parce que si on utilise une infrastructure privée, ça veut dire qu'on va devoir utiliser uniquement les cas d'usage qui vont être développés sur cette infrastructure privée. Donc, en l'occurrence, on imagine une interface développée par la Banque centrale directement, ou en partenariat avec des banques commerciales, en tout cas quelque chose qui serait préexistant, qui serait créé ad hoc, justement, qui ne serait pas préexistant pour ce nouvel euro numérique. Alors qu'il y a aussi, et on l'a vu justement, on a parlé de cryptoactifs, les blockchains publics qui sont des supports blockchain existants sur lesquels on peut déployer des cas d'usage. Donc on peut tout à fait imaginer des cas d'usage de monnaie numérique qui consistent en fait à représenter des euros de banque centrale sur des blockchains publiques. Et là, on aurait une interopérabilité complète avec les cas d'usage existants, qui serait, à notre sens, extrêmement intéressante, bien sûr, qui nécessiterait un certain nombre d'encadrements pour s'assurer que, bien sûr, tout se passe correctement, surtout si on parle directement de représentation d'euros de banque centrale, il faut évidemment éviter tous les problèmes de piratage, etc. Mais ce serait pour nous, évidemment, en tout cas c'est la position à la DAN, la représentation la plus intéressante et sur laquelle, a priori, on encourage les régulateurs et surtout les banques centrales à se positionner. Et il y a une urgence, notamment avec la concurrence des monnaies privées sur cet aspect-là, parce qu'on parle de monnaie privée, bon, c'est de la représentation de monnaie publique par des acteurs privés, puisque on reste quand même sur des euros ou des dollars à l'origine. Mais voilà, il existe, comme disait Yvan, des services qui marchent. Si on crée un produit public qui est un sous-produit, c'est quelque chose de moins bien que le privé existant, évidemment, le grand public, les entreprises vont préférer le produit privé. Ouais, non, bah super. Et Adrien, justement, votre point de vue sur cette question? Alors, je vais repartir de ce qu'a dit Simon. Je pense qu'il y a plein d'applications qui peuvent être construites sur la blockchain et qui peuvent utiliser un euro numérique. Et je pense que c'est déjà le cas, en fait. La question fondamentale, c'est un euro numérique, pourquoi faire? Simon parlait du projet Banque de France, qui est un projet de monnaie digitale banque centrale wholesale, donc pour tout ce qui est interaction entre banques commerciales et Banque de France. Donc là, il y a un premier cas d'usage très fort qui est la tokenisation, la représentation d'actifs financiers sous forme de security token et la livraison contre paiement de ces actifs. Et donc, vous comprenez bien qu'il y a besoin d'un euro, d'une représentation de l'euro numérique pour que cet échange puisse être fait intégralement sur chaîne. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'en France, on a déjà des acteurs qui travaillent
sur des projets financiers avec de la blockchain. Je pense notamment à Forge, qui a tokenisé un portefeuille d'obligations l'an dernier. Peut-être vous avez vu vendredi. Oui, tout à fait. Vendredi, peut-être vous avez vu BNP annoncer avec Logical Pictures la tokenisation d'un fonds d'investissement de 50 millions, d'un fonds d'investissement dans l'industrie du cinéma. C'est fait notamment sur Tezos. Et là, la question se pose, l'investissement pour acheter une part de fonds qui est représentée sous forme d'un security token, je peux la faire en fiat, mais si j'avais un euro numérique déjà déployé en France, je pourrais faire cet investissement, ce qu'on appelle la patte cash, directement sur la blockchain. Voilà, donc je rejoins un peu ce que disait Yvan aussi, on a un écosystème qui est très riche en France. On a la chance d'avoir d'excellents professionnels dans le milieu de la blockchain. Et avoir un euro numérique en France et en Europe, ça permettrait, je pense, de développer encore plus de projets innovants. Je pense particulièrement dans le secteur de la finance et bien évidemment de créer de l'emploi autour. Ouais. Et justement, Jonas, est-ce que de votre côté, vous partagez ce constat ou quand même, et là je rebondis sur ce que Simon a dit, il y a effectivement du sens dans le fait de permettre à des acteurs privés de pouvoir eux-mêmes contrôler l'euro numérique, mais en même temps, quand on parle de monnaie de banque centrale, on parle de souveraineté. Enfin, c'est-à-dire que ça pose quand même à chaque fois une question en termes de pouvoir public. Et voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça sur l'euro numérique? Il y a 2 ans déjà, la Fondation avait fait un certain nombre de propositions concernant le financement de l'économie. On avait fait à l'époque un rapport qui avait fait un certain nombre de propositions. Et déjà à l'époque, il y a 2 ans, on était dans l'urgence par rapport à la concurrence, entre guillemets, de ces crypto-actifs. Et je me souviens à l'époque, les gens dans les banques ne nous autorisaient même pas à dire le mot crypto-monnaie parce qu'ils avaient peur qu'on utilise même le terme crypto-monnaie. Donc déjà, la Fondation s'était penchée là-dessus. Là, l'objectif de notre rapport qu'on a fait avec Havas et Blockchain et avec la BPI, c'était aussi de tirer à nouveau la sonnette d'alarme sur l'urgence de ce qui se passe. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé là ce soir, mais je voulais également évoquer, et attention, j'agite aucun épouvantail, mais c'est vrai que notamment les réformes, les propositions en matière de crypto-actifs chinois, et notamment liés au yuan, on sent bien que là-dessus, il y a déjà des impératifs géopolitiques. Donc effectivement, la question de la souveraineté, elle peut se poser, mais elle doit se poser aussi en miroir par rapport à d'autres initiatives qui existent. Si on fait comme s'il n'existait pas les propositions chinoises en matière de crypto-yuan, on passerait à côté de quelque chose. Et donc, en fait, l'objectif, c'est à la fois de ne pas être coincé entre une crypto ou un stablecoin global qui serait un stablecoin qui serait issu d'une société privée versus un stablecoin qui serait issu d'un État qui veut mettre fin, il faut le dire aussi, parce que c'est l'objectif, à l'hégémonie américaine sur un certain nombre de transactions financières. Voilà. Et deuxièmement, nous, on s'est beaucoup attaché aussi dans le rapport à mettre en avant que ces stablecoins pourraient avoir des applicatifs très concrets. Vous savez, en France, on a souvent le débat à chaque rentrée scolaire de se dire quand on va donner une allocation d'entrée scolaire à des gens, ils vont peut-être l'utiliser pour acheter des écrans plasma. Alors qu'en réalité, et on l'a bien montré aussi lorsque l'administration Trump a donné $1000 à un certain nombre de personnes, si vous activiez des stablecoins d'État dans lesquels vous pouvez transférer directement dans des portefeuilles numériques, ces questions-là ne se posent plus. Donc il faut aussi réfléchir à comment effectivement par rapport à l'extérieur, la souveraineté doit se reconquérir avec ces stablecoins, mais aussi à l'intérieur de l'État, comment on peut faire pour moderniser notre action publique et faire en sorte que ce ne soit pas une menace contre des systèmes financiers qui existent, mais au contraire quelque chose qui facilite les transactions avec les concitoyens. Alors, tout à fait, merci beaucoup pour ce point. Effectivement, c'était un élément que je voulais vous soumettre sur. Vous pensez quoi justement de l'expérimentation chinoise? Alors bon, c'est toujours très compliqué d'avoir des informations fiables à 100% sur ce que la Chine peut lancer, mais c'est vrai qu'on sent bien quand même que depuis plusieurs mois, avec leur loterie, donc ils ont commencé à distribuer des yuans numériques dans plusieurs provinces. Est-ce que
ce qu'ils font peut être une source d'inspiration, ou alors justement on doit bien se méfier de leur projet qui est aussi une tentative de contrôler les flux à travers le pays, parce qu'on sait que justement en Europe on est peut-être plus attaché à une forme de protection des libertés. C'est à la fois, c'est hyper intéressant, c'est à la fois le rêve et le cauchemar de tout banquier central. Le rêve parce que c'est le contrôle absolu des masses monétaires et des transmissions entre elles. Aujourd'hui, il y a quand même des frottements dans l'intermédiation bancaire. On le voit sur certains types de crédits. Et c'est en même temps le cauchemar, puisqu'il n'y a pas de place pour la vie privée. Et c'est là où l'intérêt d'un euro numérique respectueux des valeurs européennes, un peu ce qui est représenté par le RGPD dans la data, semble une réponse attendue et tout à fait valable. Et on a un rôle à jouer là-dessus, et une réponse à donner, à mon humble avis. Est-ce que je peux intervenir? Allez-y. Christian, monsieur, le micro est parti, mais je vais quand même intervenir, si vous le permettez. Bon, moi, je pense que la Chine qui bouge nous oblige, nous aussi, à bouger. Bon, en même temps, c'est pas le yuan numérique qui va régler ipso facto le problème de la non-convertibilité de la devise chinoise. Je pense qu'il faut distinguer la technologie et je dirais les régimes de change. Il est clair que la technologie permet peut-être encore plus de contourner le contrôle des changes du côté chinois, mais ça ne, je répète, c'est pas la technologie qui va faire que le yuan va devenir tout d'un coup une des trois devises majeures dans le monde. Hein. Quand vous regardez les chiffres du FMI, le yuan fait juste 2% des réserves de change des banques centrales. Et je reviens sur le débat dollar-euro. Même raisonnement, l'euro numérique, je pense que nous devons le faire aussi parce que les autres le font. Le dollar représente 60% des réserves de change des banques centrales, l'euro 20. Vous avez un rapport de 1 à 3. Ça ne va pas être changé par la technologie. Mais je veux dire, je pense que il faut absolument que la zone euro riposte au dollar numérique par un euro numérique pour maintenir un peu ce rapport et essayer de renforcer le rôle international de l'euro. Je termine en disant que, comme l'a dit Jonas, il y a derrière tout ça, il y a des problèmes techniques. En France, on a les ingénieurs qu'il faut, on a les technologies qu'il faut, et puis il y a les questions de contrôle, de souveraineté, de maîtrise. Et pour moi, ce projet du côté de la BCE, c'est une manière d'essayer de reprendre la main sur ces problèmes de création et de gestion monétaire, et vraiment le débat de l'articulation publique-privée, et c'est là-dessus que ça va jouer. C'est des problèmes de confiance, c'est des problèmes de concurrence entre monnaies, donc des problèmes de confiance et des problèmes de liquidité, des problèmes de volatilité. On a raison de faire un stablecoin, un pour un, mais je répète, dans les crypto-monnaies privées, vous avez aussi des stablecoins. Écoutez, merci beaucoup. Quelqu'un veut réagir là? Pour rebondir juste sur ce que disait Christian de Boissieu, et pour rebondir sur la question du crypto-yuan, en effet, le crypto-yuan, c'est un sujet fondamental parce que c'est le projet de stablecoin aujourd'hui qui est le plus avancé. Et je tiens à dire que le rapport qu'on a coécrit, donc nous, Avast Blockchain, avec la BPI et la Fondation Concorde, il y a plusieurs pages qui sont consacrées au crypto-yuan, donc il sera publié demain, donc on pourra tous le lire demain. Mais on attache, en tout cas dans ce rapport aussi, énormément d'importance à ce projet parce qu'il est très avancé. Et ce qu'on dit notamment dans le rapport, et ce que je pense personnellement, c'est qu'il ne faut pas uniquement penser ce projet dans le cadre des frontières chinoises et dans le cadre des usagers chinois. Certes, aujourd'hui, elle est déjà numérique, en partie via WeChat, etc., la monnaie en Chine. Mais si on écoute véritablement les responsables politiques chinois, lorsqu'ils décrivent le crypto-yuan, ils parlent aussi du dollar. Ils veulent contrer l'hégémonie du dollar. Ils parlent aussi des routes de la soie. Et donc, on sait tous autour de cette table virtuelle qu'il y a une stratégie de route de la soie assez ambitieuse de la part de la Chine. Et je pense qu'ils vont vouloir faire transiter ce crypto-yuan
à travers les routes de la soie dans les prochaines années. Et en Afrique aussi, potentiellement. Si je peux compléter ce que vient de dire Milan, je l'articule avec l'accord qui a été signé en mi-novembre de la Chine avec tous les pays asiatiques, les 10 États. Donc en fait, ce partenariat régional économique global, ça va faire qu'à terme, on va avoir une zone de libre-échange entre 10 États quand même. Donc si on articule les deux, ça fait la base monétaire potentiellement de cela, quoi. Exactement. Ouais. Non, bah écoutez, parfait, merci beaucoup à tous. Nous allons donc conclure cette table ronde sur ces mots. Avant de vous quitter, merci beaucoup de nous avoir regardés. On espère que ça a été intéressant. Vous avez pu apprendre des choses, que ce soit sur la dimension donc industrielle et justement sur le sujet de l'euro numérique, qui pose, comme on le voit bien, encore pas mal de questions. Donc demain, il y a la publication du rapport. Il sera disponible dans la matinée, c'est ça ? À partir de 9h, oui. Voilà, à partir de 9h. Et donc, bonne lecture et merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci à vous tous. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée.